Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Philippe de Villiers. Si la légende est plus belle que l'histoire, alors imprimez la légende. Cher Philippe de Villiers, cette définition du roman national qui inspire et imprègne de manière si singulière votre vie aurait pu être votre devise. Et c'est elle qui nous réunit encore ce soir nombreux autour de vous à Versailles. Car ici, à l'ombre du château du Roi Soleil, comme en Vendée aux 4 chemins de Loire, résonne l'écho des heures sombres et glorieuses de la grande histoire. La grande histoire à laquelle vous avez consacré, avec le Puy du Fou, l'œuvre de toute une vie. La grande histoire à laquelle vous donnez dans vos livres, depuis Charette, Saint-Louis, Jeanne d'Arc et Clovis, jusqu'au destin improbable d'un petit luthier vendéen, des couleurs, du relief et de l'humanité. La grande histoire dans laquelle vous puisez à travers la vie des saints et des héros français les enseignements utiles, les armes indispensables et les boussoles qui permettront aux jeunes Français de mieux se défendre demain contre les nouveaux barbares et leur mécanique totalitaire. Car au fond, ils sont toujours là et n'ont pas vraiment changé. Hier en Vendée, ils ont massacré des femmes et des enfants morts au nom de leur foi. Aujourd'hui, ils veulent inscrire l'avortement dans la Constitution. Comme toujours, face à eux se dressent des remparts et quelques citadelles. Votre œuvre en est une, cher Philippe de Villiers, dans laquelle l'écrit Jean Tullard dans le dernier Figaro Histoire souffle sans cesse le vent de la grande histoire. Depuis presque 8 ans, vous donnez aux éveilleurs l'immense honneur de votre amitié et de votre fidélité. Sachez combien ils mesurent ce qu'ils vous doivent. Continuez à leur donner, à nous donner, face au wokisme et à la cancel culture, le goût des peuples et des âmes réfractaires. Cher Philippe, merci d'être là. Merci de nous apprendre encore et toujours à aimer la France. On va passer un moment ensemble, une petite heure, et après je pourrai me tenir à votre disposition, si vous le souhaitez, pour quelques signatures pour mon dernier livre, La valse de l'adieu. Certains pensent que la valse de l'adieu, c'est mon départ, mais en fait, c'est mon retour. Je voudrais saluer un certain nombre de personnalités. Alors j'ai noté, pour ne pas en oublier. Il y a quelques historiens qui m'ont mis en étroite surveillance, qui vont guetter les erreurs, qui sont des historiens connus, célèbres, qui me font l'amitié d'être là ce soir. Je suis vraiment très touché. Je commencerai par Jean Sévilla. Avec sa France passionnée, grand historien français. Le correspondant de l'Académie, qui est parmi nous, qui vient d'être nommé correspondant. C'est la première marche, vous le comprenez bien. Michel de Gégère. Et depuis 10 ans, à chaque fois que j'écris un livre, je lui envoie le manuscrit et il a l'immense bonté, lui et son épouse, de me dire, bon, ouais, il y aurait tellement de choses à dire, mais quand même, allez-y, publiez. Il est très charitable. Je voudrais saluer quelqu'un, je sais qu'il est là, je ne sais pas où il est dans la salle, mais qui représente pour nous l'image de la résistance mélodique, un grand chanteur français d'Occident, Jean-Pax Meffray. Et la directrice de Boulevard Voltaire, que j'aime beaucoup, Gabrielle Cluzel.
quand j'étais petit, avec ma sœur Bibiane, hélas disparue, et mes frères, nous montions dans la 2 chevaux familiale à Boulogne, à la Bralière, à la Macarrière, et nous partions avec notre papa ou notre maman au Mont des Alouettes, le lieu symbolique de la Vendée avec ses moulins et la chapelle de la Duchesse de Berry. Mont des Alouettes, c'est notre Everest à nous, 252 mètres. Mais pour aller au Mont des Alouettes, il fallait passer aux 4 chemins de loi. Et à chaque fois, notre père ou notre mère nous disait « Ah, les enfants, c'est là que la berline s'est arrêtée. » C'était toujours la même histoire et on demandait toujours la même histoire. La berline s'est arrêtée là et l'empereur est descendu avec l'impératrice Joséphine. Il voulait revenir en Vendée, ou plutôt venir en Vendée pour panser les plaies. Il avait fait cette promesse. Et il est venu. Il a tenu sa promesse. On est le 8 août 1808. Il est très tôt. Il a demandé qu'on lui présentât un échantillon de bleu et de blanc qui avait fait la Grande Guerre. Et on lui présente cet échantillon qu'il attend. Ah, il commence par un bleu. Il dit, vous étiez bleu. Oui, bien sûr, sire. Pendant la Grande Guerre. Et puis après, il y a à côté de lui un hussard. Avec une voix fluette, il comprend que ce hussard n'est pas un hussard, mais c'est une jeune fille. Vous appelez comment? Louise Rogronil. Mais vous avez un uniforme de hussard? Elle dit oui, je l'ai emprunté. Il comprend ce que ça veut dire. Quand un Vendéen emprunte un costume de bleu, c'est que le bleu est passé de l'autre côté de la haie. Et il la regarde, elle lui adresse un regard de feu. Elle n'a pas peur. Et lui dit, vous faisiez quoi pendant la Grande Guerre? Et elle répond, les yeux dans les yeux, Monsieur l'Empereur, j'étais blanche. Et là, elle est surprise parce que le regard de l'Empereur est plutôt un regard surpris, amical. Et il fait attention parce qu'il est surveillé. Il faut qu'il tienne la balance égale entre les anciens blancs et les anciens bleus. Parce que les plaies sont profondes, elles sont ouvertes. Le sang n'a que trop coulé. Et à côté de mademoiselle Louise Rogronil, la hussarde, comme on l'appelle en Vendée, se trouve le maire, avec l'écharpe. Il dit, vous êtes le maire de Sainte-Florence-de-Loire? Oui. Sire. C'est une de vos administrées? Non, c'est ma sœur. Et vous, j'imagine que pendant la Grande Guerre, sire, c'est difficile. Non mais, vous faisiez quoi pendant la Grande Guerre? J'étais neutre. Vous étiez neutre, dites-vous. Vous n'étiez qu'un Jean Foutre. Et à partir de cet instant, Jean Rogronil garde son prénom, mais perd son nom. Tout autour de lui se trouvent les maires du canton, les maires de l'arrondissement de Montaigu, toutes les élites bourgeoises, les acquéreurs de biens nationaux, et quelques aristocrates qui, ayant déjà perdu une jambe à Torfou, rêvent d'en perdre une autre en Russie pour servir l'empereur, qui est au sommet de sa gloire. Austerlitz est tout près. Et on se prépare à la raclée, bientôt pour les Russes. Et donc, tout le monde reprend la main sur la bouche. Le Jean Foutre. Et la tâche d'infamie est définitive pour lui. Il va perdre sa mairie et il va perdre son atelier parce qu'il est luthier, ménestrier,
buissonnier. Et ça, c'est une histoire extraordinaire que j'ai découverte. En réalité, petit, je connaissais cette histoire, absolument authentique, mais je ne connaissais pas la suite et personne n'avait eu en Vendée la curiosité d'aller chercher le Jean Foutre, qui a eu une autre vie, une vie de Jean Foutre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce Jean Foutre a l'oreille absolue. Son instituteur, M. Le Guillon, dit à son papa, il faut l'envoyer à la Psalette, à Montaigu, de la collégiale Saint-Maurice, pour qu'il apprenne le plein chant. Il entend les sons des oiseaux, il leur répond, il parle comme un oiseau. Il est capable d'entretenir un dialogue avec un chardonneret qui est le Mozart décime. Il a l'oreille absolue, c'est-à-dire que quand Michel de Gégère, au hasard, entend un son, lui, il en entend 50. Donc ça aide quand vous êtes dans la nature. Et en fait, il fabrique des instruments de musique, dont un certain instrument qui s'appelle le violon d'aulne. C'est un génie de la musique ménestrière buissonnière. Voilà. Et là, l'histoire commence. Et là, je m'arrête. J'ai fini. Je ne veux pas raconter la suite. Mais la suite est incroyable. Elle est absolument authentique. Voilà. C'est 40 ans de travail. Voilà, et d'archives, en fait. Toutes les vieilles familles vendéennes m'ont donné leurs archives. Et puis j'ai beaucoup travaillé par moi-même et j'ai fait des connexions, etc. Quand j'étais président du Conseil général, j'en ai profité pour essayer d'aller un peu plus loin. Et je me suis toujours dit, un jour, je publierai cette histoire. Au titre énigmatique pour vous, La valse de l'adieu. Voilà, c'est fait. Je suis très heureux. Et vous savez pourquoi je suis très heureux? Parce qu'en fait, en 1984, j'étais dans la cuisine chez moi et je dis à mon épouse, tu as vu le prix Nobel de littérature, Antonine Maillet, une Québécoise. Elle a écrit un livre qui s'appelle Pélagie la Charrette, entièrement en patois québécois. Le patois québécois qui est voisin du patois vendéen, puisque beaucoup de Québécois sont partis de Vendée. Et elle me dit alors, il dit, moi je ferai ça un jour. En effet, elle savait que ma première langue, ma langue maternelle, c'est le patois. On m'a fait redoubler ma 6e parce que je parlais patois et je refusais de parler français au collège Richelieu, voilà, avec des gens très ouverts. Voilà. Et le titulaire, qui s'appelait l'abbé Blanchard, c'était en plein concile Vatican II, l'ouverture au monde, et donc on arrête tous les patois, tout ça, pour être aligné sur le langage du monde. Et il dit à ma mère, il faudrait peut-être le montrer à un pédiatre, votre fils. Donc on m'emmène chez un pédiatre qui s'appelait le docteur Jariot. Il vient de mourir là, il y a quelques semaines. Il a vécu très vieux. Et il me dit, je vais vous faire le test de Giscard. C'est-à-dire qu'on tape, le médecin tape sur le genou pour voir si le genou part normalement. Et quand vous tapez sur un genou, normalement ça fait ça. Et Giscard, ça fait ça. Et en fait, donc il dit à ma mère, il paraît normal. Ça, c'est une phrase qui m'a marqué, si vous voulez, ça m'a rassuré. Et voilà. Et en fait, donc je me suis dit, j'ai utilisé 3 langages dans ce livre. 3 langages que je connais bien par ma vie, par mon expérience, par mes origines. Premièrement, le patois. Donc vous allez voir, c'est truffé de patois, mais un patois tout à fait accessible. Oui. Ensuite, le langage des salons qui brodent leur tristesse sur les malheurs du temps, avec des phrases du genre autour du guéridon, ce pays n'a plus de mœurs, bon, etc. Et puis le 3e langage, c'est le langage de l'Ustrine, le langage des préfectures. Quand je suis arrivé à la sous-préfecture de Vendôme, en uniforme avec ma casquette, devant le maire de Vendôme, qui était un homme très, très comme il faut, il y avait tous les invités, etc.
Et j'entendais les dames dire « Oh, il a les cheveux longs ». Et là, je commençais à la sous-préfecture, on fête la sous-préfète. Sous le lustre à facettes, on chante des orangeades, des champagnes tièdes, de femelles mégères, de fonctionnalisés. Je suis un soir d'été, Jacques Brel. Et alors là, bon. Et je me suis dit, je ne suis pas fait pour ce métier. D'ailleurs, je l'ai quitté assez vite. Mais je connais bien ce langage. Et donc, j'ai mélangé les trois langages pour que le livre ait vraiment sa vérité. Voilà. Donc c'est mon livre, je vais vous dire quelque chose que disent tous les écrivains quand ils sont en promotion, c'est mon meilleur livre. Et en fait, ce livre, je suis passé de l'autre côté du ravin. Le ravin, c'est la Révolution française. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti du ravin. Et donc, en fait, là, on traverse les régimes, les invasions, la décadence post-révolutionnaire. Et quand on arrive à la fin du livre, on arrive au moment clé, en fait, de la défaite de Sedan, en septembre 1870. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on sort de mon livre, on arrive dans un épisode de l'histoire de France que les historiens qui sont ici connaissent bien, mieux que moi. Les historiens républicains sont saisis, pris de panique. Le traumatisme de l'invasion, de la nouvelle invasion, les fait réfléchir et ils se disent la table rase a laissé un grand vide. La table rase de la Révolution a laissé un grand vide. Les fameuses expressions la régénération de l'humanité, le recommencement absolu de l'humanité. La phrase de Saint-Just, « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». L'homme générique, l'idée de fabriquer un nouvel homme, désaffilié, l'homme générique, Robespierre. La fin du sacré, la fin du lien entre le pouvoir et le sacré, et la fin du père, la fin de toute autorité paternelle. Et les historiens républicains se disent entre eux, sans qu'on puisse les surprendre à le dire à haute voix, il n'y a plus de Saint-Crème. Et donc il n'y a plus de sacralité d'incarnation, il n'y a plus de légitimité. Le Saint-Crème avait cet avantage de lier le pouvoir à ce qui est au-dessus du pouvoir. La divinité, le ciel. J'ai toujours pensé que le meilleur contre-pouvoir dans une société, quand on a le pouvoir, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, ce n'est pas je ne sais quel état de droit. Le véritable contre-pouvoir, c'est le scrupule. L'onction du Saint-Crème, qui fait du corps du roi un corps symbolique, qui se perpétue de père en fils, donne au pouvoir quelque chose de mystérieux qui échappe à la terre des hommes. Et donc les historiens républicains, parce qu'ils sont profondément républicains, se disent on a perdu ce fédérateur, il nous faut un Saint-Crème de substitution. Je les cite. Et donc, ils constatent que, je les cite, l'évangile des droits de l'homme ne suffira peut-être pas à étancher la soif des mémoires en manque, des âmes appelantes et suppliantes. Il faut donc
un Saint-Crème de substitution. Et donc les historiens républicains se mettent à la recherche d'une figure métaphorique qui viendrait faire aimer et célébrer la France. Et voici que surgit l'un d'entre eux, le plus célèbre, celui qu'on appellera l'instituteur national, le prédicateur laïque. Il s'appelle Ernest Lavis. Ernest Lavis qui déclare, tout de go, l'ancienne unité est morte, il faut en inventer une nouvelle. Il y a dans le passé lointain de la France une poésie qu'il nous faut verser dans les jeunes âmes pour que les jeunes âmes y retrouvent le sentiment de la patrie. C'est vieux comme les Grecs et les Romains. Alors, il appelle à l'aide les autres historiens républicains, dont Jules Quicherat, qui a exhumé Jeanne d'Arc. Et tous ces gens-là travaillent à la mise en image allégorique d'une France qu'on dépose dans le sillage des jeunes Français pour qu'ils puissent toucher les tendresses enfouies. Au nom de la recherche de ce Saint-Crème de substitution, Jules Quicherat se propose d'aller chercher la jeune bergère à Domrémy. Au nom de ce Saint-Crème de substitution, on va chercher le baptistère de Reims et la colombe qui apporte la fiole du Saint-Crème. C'est-à-dire, on va chercher un évêque qui s'appelle Hicmar, très ancien, qui a raconté cette légende. Au nom du Saint-Crème de substitution, on invente ce qu'on appelle le roman national et on revendique l'idée qu'il soit un récit légendé. Effectivement, comme l'a dit Saint-Aignan, il y a déjà fort longtemps, si vous considérez que la légende est plus belle que l'histoire, alors imprimez la légende. Phrase reprise ensuite par Churchill pour l'histoire de l'Angleterre. Donc il ne faut pas se gêner. Les peuples qui ne rêvent plus, disait Fustel du Coulanges, sont condamnés à mourir de froid. Une nation, c'est un rêve tramé dans l'étoffe des songes. Et donc on va chercher Jeanne d'Arc. Petite parenthèse. Jeanne d'Arc n'a pas été exhumée par l'Église catholique. On dirait que l'Église catholique a toujours eu une petite gêne pour Jeanne d'Arc. C'est Quicherat en 1849 qui a exhumé Jeanne d'Arc. J'ai lu son œuvre, elle est magnifique. Pour les besoins de la République. Et on en fait une bergère pour qu'elle ressemble à l'autre bergère, Geneviève, qu'on exhume également. Et la preuve que l'Église est en arrière de la main, c'est que l'Église a attendu 1909, en fait, pour la béatifier, et 1920, sous l'influence de la Chambre Bleu Horizon, pour la canoniser. Qu'est-ce que ça veut dire, cette anecdote? Ça veut dire qu'en fait, y a un historien qui a dit oh, il faut être prêt à mettre le diable dans l'eau bénite. En d'autres termes, pour sauver la France et retrouver un fédérateur, les historiens républicains n'hésitent pas à aller chercher l'ancien régime condamné par la Révolution. C'est ça le roman national. C'est ça l'idée du roman national. Et donc on va chercher du Quéclin, on va chercher Bayard, etc. Et puis, on demande aux hussards noirs de la République, dans toutes les écoles de France, de faire monter le soleil de service
derrière le tableau noir, et de puiser dans les racines de notre patrimoine les plus belles images, les plus belles allégories. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 14-18, ça donne 1940. Des patriotes. En 1914, j'ai retrouvé dans un grenier à Chauchet, en Vendée, des lettres très différentes, écrites par des anciens élèves de l'école publique et des anciens élèves de l'école catholique. Et toutes les lettres commençaient de la même manière. Cher papa, chère maman, je fais mon devoir. Ça voulait dire je suis prêt à mourir pour la France. Et ça se terminait toujours de la même manière, vive la France. Le drapeau de Chambretot, là, une des communes phares du Puy du Fou. Un jour, je vais dans un grenier, je tombe sur un drapeau, la classe 14. Qu'est-ce qu'il y a écrit en lettres d'or? Quand la France voudra. Chambretot, la commune la plus royaliste de Vendée, à l'époque, en 1914. Ça veut dire que le roman national a réussi à toucher le tréfonds des petites âmes. Et en 40, tous ceux qui n'ont pas été ensépulturés, comme on disait chez moi en Vendée, ont crié leur amour de la France grâce au roman national. C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée, nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine. Je serai un bouquet d'orties sous vos pas. Vive la France. Le roman national. Et voici que, en mai 68, le roman national reçoit un cocktail Molotov tiré depuis la Sorbonne occupée, avec 2 graffitis qui sont programmatiques de tout ce que nous voyons aujourd'hui, du mondialisme qui naît en mai 68, avec Cohn-Bendit, le père spirituel de Giscard d'Estaing. No border, no limit. Oui, c'est des cousins germains, en même temps que père et fils, puisque les libéraux sont prêts à faire un effort sur la question morale, pourvu que les libertaires fassent un effort sur la question économique. Ils sont tous libéraux. C'est-à-dire no border, no limit. C'est la rupture anthropologique. Et donc, en fait, ce que nous avons vécu en mai 68, ce sont les 2 graffitis qui n'ont pas été commentés sur le coup. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Donc, le nouveau monde. Et 2e graffiti, sous les pavés, la plage. C'est-à-dire l'homme de sable, la fabrique de l'homme de sable. Je me souviens d'une conversation, j'étais sous-préfet de Vendôme à l'époque et j'avais comme un de mes administrés le président de la République qui posait son hélicoptère blanc à Auton dans sa propriété où il rejoignait son épouse. Et j'avais des conversations avec lui. Il m'aimait bien parce qu'il disait « Vous êtes le seul capteur qui me dit la vérité sur les Français. » Bon. En fait, il m'avait fait venir à Vendôme comme sous-préfet de Vendôme parce que j'étais en difficulté à La Rochelle avec mon préfet qui avait découvert sur le journal Vie publique que je crachais le feu au Puy du Fou. Et Giscard, j'ai déjà raconté, mais je vous la raconte encore, avec le même plaisir, depuis 45 ans. Giscard me dit « Alors vous crachez le feu ?» Oui, monsieur le président. « Vous crachez souvent ?» Ben, tous les week-ends, c'est le président. Vous avez le sens du contact populaire. Il m'a nommé sous-préfet de Vendôme. Vous voyez à quoi ça mène, un cracheur de feu énarque. Mais ce dont je veux vous entretenir, c'est une question beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus grave. Un soir, on parle et je lui dis,
Vous avez connu Jean Monnet? Oui, très bien, j'aimais beaucoup Jean Monnet. Bon, etc. Et il me raconte une conversation avec Jean Monnet, qui est connu du grand public. Il dit à Jean Monnet, vous avez tout compris. Et Jean Monnet dit, ah bon, et quoi en particulier? Que la France est une nation moyenne. Elle pèse que 1% de la population mondiale. Et il ajoute ceci, qu'il m'a confirmé à moi, au milieu du parc du château d'Auton. J'ai voulu sortir la France de l'histoire pour l'abriter du tragique. Sortir la France de l'histoire. Eh ben, c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, son ministre René Haby a créé les disciplines d'éveil et le collège unique. Les disciplines d'éveil, dont l'histoire. Donc, à partir de cet instant, les historiens qui sont ici le diraient mieux que moi, l'histoire a perdu les prestiges de sa proximité avec la littérature. L'histoire a été livrée, après mai 68, aux sciences sociales jargonnantes et mortifères. Les historiens sont devenus des médecins légistes. Il n'y a plus de chronologie. C'est spectral. On a tué l'épopée. Et petit à petit, on a basculé dans la mémoire pénitentielle. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus de lien. Une communauté humaine, quelle qu'elle soit, quand elle ne sait rien de l'endroit d'où elle vient, elle perd la tête. Elle perd son âme. Et c'est ce qui nous est arrivé. Un pays qui ne connaît plus son histoire cesse de rêver, il meurt de froid. La nation, la France, est constituée de 3 éléments. Le premier élément, c'est la mémoire commune. Nous vivons un véritable mémoricide, c'est-à-dire une désaffiliation biologique et morale. Et on laisse grandir autour de nous des plantes d'hébétude qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. C'est l'âge post-identitaire. La mémoire commune, le mémoricide. L'art de vivre, deuxième élément constitutif d'une nation. L'art de vivre à la française est pris dans une tenaille avec 2 branches qui se complètent et qui se détestent, mais qui travaillent ensemble. La branche wokiste et la branche islamiste. On pourrait penser que se détestant, ils se combattent. Non, ils nous combattent. Et pour l'instant, ils s'accordent avant probablement de s'entre-dévorer, quand ils auront gagné. En fait, le wokisme travaille pour l'islamisme. Le wokisme fait le premier travail. Il décivilise pour que l'islamisme nous recivilise. Chacun, d'ailleurs, a son propre domaine d'intervention. Le wokisme cherche à soumettre l'homme blanc hétérosexuel considéré comme raciste, et l'islamisme cherche à soumettre la femme. Donc sur ce terrain-là, ils sont complémentaires. Et la preuve qu'ils s'entendent, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité. L'intersectionnalité des luttes. Où vous trouvez des gens qui sont contre le voile et des gens qui sont pour le voile, ensemble, et qui se battent contre nous. C'est-à-dire que contre ce qui reste de la civilisation. Vous savez, Saint-Aignan disait une chose très juste, là encore, qu'on a oublié une fois de plus, parce qu'on oublie les paroles des sages. Il a dit, la différence entre un homme et une civilisation, c'est que l'homme meurt d'abord avant de se décomposer.
alors qu'une civilisation, c'est l'inverse. Elle se décompose avant de mourir. Nous y sommes. L'art de vivre français se décompose. Et troisièmement, la langue. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Chateaubriand, qui disait « Les peuples de l'Orénoque ont disparu, il n'est resté de leur dialecte qu'une douzaine de mots prononcés dans la cime des arbres par des perroquets redevenus libres. » Voilà ce qui nous guette. Alors, il faut bien réfléchir à la chose suivante. Lorsque l'évêque de Reims, Rémy, reçoit en tablier de vigneron le jeune Clovis, qui vient d'être nommé par acclamation roi des Francs, il lui parle de Rome, il lui parle de la fin de Rome, et il lui dit ceci. Soyez attentifs à cette phrase, elle est fondatrice. Elle résume deux mondes qui vont se succéder. Il dit ceci. Cher Clovis, n'oubliez jamais que toutes les sociétés obéissent à la même loi. Quand elles cessent de vivre de leur raison d'être et que l'idée qui les a fait naître leur est devenue comme étrangère, elles se démolissent de leurs propres mains. Nous y sommes. Et donc la première chose à faire aujourd'hui, c'est de refaire un roman national, de le mettre à la portée des jeunes enfants. C'est ce que font, notez-le bien, les historiens que j'ai cités tout à l'heure et d'autres. Il faut les encourager, il faut les entourer. Leur travail est magnifique. Ils disposent une petite luciole dans le cœur des petits Français. Ils font ce que font les éveilleurs. Les éveilleurs, en fait, sont des dissidents qui portent un lumignon, au sens où Solzhenitsyn disait « Il faut d'abord allumer les lumignons dans les catacombes et ensuite sortir des catacombes et témoigner ». C'est ce que font les éveilleurs, c'est ce que font les historiens. Et aujourd'hui, il faut créer un roman d'amour, un roman national qui soit un roman d'amour. Quelle est la différence entre le roman national à l'ancienne et le roman d'amour? On ne passe pas par la même porte. Le roman national passait par la porte de la gloire, par la porte de la puissance, par la porte de la France, grande puissance. C'était le temps où Vidal de la Blache faisait tourner sa map monde avec des taches roses en disant « Regardez la France comme elle est grande ». Parce qu'on confondait, comme Taylor, la grandeur et la taille. C'était l'époque où on pensait qu'un grand pays, c'était un pays impérial, qui avait une grande taille. C'est l'époque où on croyait que l'industrie, la belle industrie, la grande industrie, c'était l'industrie de grande main-d'œuvre. Cette identification de la taille à la grandeur, à la puissance, c'est fini. Mais surtout, aujourd'hui, les jeunes sont des écorchés vifs. Ils ne sont plus sensibles qu'à l'émotion. Il faut donc les prendre par l'émotion. Je parle avec mon expérience. Je me souviens d'une conversation avec mon père. On était sur le banc à la Bralière. Et quand je lui ai dit, je vais faire un hymne à la Vendée, il me dit, Philippe, tu as 3 voies possibles. La voie du bien, la voie du vrai, la voie du beau. Si tu passes par la voie du bien, tout le monde fait le bien, depuis le Concile. C'est-à-dire tout le monde s'en fout. La voie du vrai, plus personne n'accepte veritas adequatio rei et intellectus. Tout le monde est sincère, donc tout le monde est vrai, donc il n'y a plus de vérité. En revanche, le beau, alors là, si tu y arrives, si tu passes par la porte du beau, ça peut marcher. Parce que le beau élève et unit. Et cette expérience m'amène à vous dire ce soir ce qui marche depuis 45 ans dans un petit coin de France
pourrait marcher aussi pour le roman national. Il ne s'agit plus de dire aux petits Français « Regarde la France comme elle est grande. Regarde la France comme elle est puissante. » Ça ne marche plus. Regarde la France comme elle est belle. Regarde la France comme elle est fragile. Regarde la France comme elle est précieuse. Une pluie de perles qui tombe sur un plateau de cristal. Une nation, c'est un lien amoureux. Il faut refaire un peuple amoureux. C'est-à-dire franciser nos songes et les rendre chaque jour plus beaux par la contagion des plus jeunes qui accèdent à cette beauté, à cet absolu, qui est le plus beau trésor laissé par les anciens, par nos pères. Alors, j'ai retrouvé un mot de Charles Seignobos, qui était un historien du XIXe siècle, et qui dit en fait une nation, c'est toujours la même histoire. C'était vrai déjà dans les cités grecques. Il y a la question du mur d'enceinte, du mur de la cité. Ça, c'est la première question. Il y a la deuxième question, c'est la question de la demeure elle-même, et la troisième question, c'est la question du jardin. Donc, le mur. À chaque fois qu'une communauté humaine cesse de penser au mur d'enceinte, au mur de la cité, au rempart, elle est morte. Nous sommes dans ce cas-là. Dans le livre Les Derniers Jours, à la page 394, Michel de Gégère fait parler Synésios de Cyrène, l'ambassadeur de Cyrène, qui parle à l'empereur de Constantinople. Et il lui dit ceci, écoutez-moi bien, un peuple, on est en 399, un peuple qui confie le contrôle de son limès, la frontière, au barbaricum, les Goths. Un peuple qui, dans le même temps, cesse de prier ses dieux et de les respecter. Un peuple qui ne fait plus aimer à ses enfants le mos maiorum, la pietas et la fides, est un peuple appelé à disparaître. On est en 399, quelques années après la grande invasion, les grandes invasions. C'est fini, 406. Et donc, tous ceux qui, autour de nous, sont tentés de dire c'est pas grave, la frontière européenne, etc., veulent retrouver l'idée de l'esclavage. En fait, quand on dit, par exemple, il y a des métiers sous tension, ça veut dire qu'on fait venir des immigrés pas chers. C'est l'idée de l'esclavage. Il faudra peut-être vérifier la dentition aussi pendant qu'on y est. Voilà. Donc ça, c'est le premier problème. Si on veut sauver la France, rétablir la frontière physique. Parce qu'un pays qui n'a plus de frontières n'existe plus. Et l'Europe d'aujourd'hui, en fait, c'est une Europe sans corps, sans tête et sans âme. Ça fait beaucoup. Or, c'est notre nouveau pays. Macron, c'est un gouverneur territorial. Deuxièmement, la demeure. Mon instituteur, qui s'appelait Alphonse Thibault, un jour devant une maison en ruine qui avait brûlé, me dit, tu vois mon petit Philippe, s'ils avaient suivi mon conseil, ils ne seraient pas morts. Je dis pourquoi? Parce que quand une maison brûle la nuit, il faut chercher la lumière. Et pour aller vers la lumière, il faut à tâtons chercher les murs porteurs. Les murs porteurs. Et je me suis dit, mais c'est une magnifique allégorie. En fait, dans l'obscurité où nous sommes, dans un pays qui s'effondre sur lui-même, il faut chercher les murs porteurs et ne plus les lâcher. Alors chacun a ses murs porteurs. Moi, j'ai les miens. Et j'ai écrit sur ces murs porteurs.
Le premier mur porteur, pour moi, c'est Clovis. Parce que Clovis est le fédérateur des peuples, les Alamans, les Burgondes, les Visigoths, les Ostrogoths, etc. Il a fédéré des peuples, des royaumes et des territoires. Mais, deuxièmement, Clovis, c'est un continuateur, le continuateur de Rome, de la civilisation romaine. C'est-à-dire que quand il a vaincu Avouillé, il est reçu à Tours, et là, il y a un envoyé de l'empereur de Constantinople qui lui remet sa chlamyde, son titre de consul et de princeps. C'est-à-dire c'est le génie de Clovis d'avoir compris qu'il fallait que le conquérant se laisse conquérir par sa conquête. Mais Clovis, c'est plus que ça. Moi, j'ai fait une découverte grâce au Figaro Histoire, avec un numéro qui a défrayé la chronique parce que le numéro remettait en cause la date du baptême. Enfin, en tout cas, il y avait une hypothèse que ce ne soit pas la bonne date. Et en fait, moi, j'en suis convaincu, ce n'est pas la bonne date. Pourquoi? Parce que après la victoire de Vouillé, ce qui va déclencher la conversion, ce n'est pas seulement la promesse de Tolbiac, quand il a vaincu les Alamans, c'est parce qu'il était sous l'influence, Clovis était sous l'influence de Clotilde, sa femme, Geneviève, qu'il connaissait bien et qu'il écoutait, et l'évêque Rémy. Et les trois se sont concertés pour dire à Clovis, bon, mon petit bonhomme, maintenant, on t'emmène à Tours. Et là, il s'est retrouvé à genoux devant le tombeau de Saint-Martin, l'apôtre de la Gaule, qui était le combattant contre l'arianisme. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé qu'il a vécu en lui-même et entretenu deux oxymores féconds. Le premier oxymore, c'est tant de faiblesse et tant de puissance, puisque le tombeau guérit les nécessiteux et tous les paralysés. Et le deuxième oxymore, c'est tant d'humilité et tant de gloire. Et quand Clovis va se faire baptiser, il entend la phrase « Courbe-toi, Fersicambe, jette tes colliers ». Et il revêt moralement la chlamyde, le manteau de Saint-Martin. C'est-à-dire qu'il comprend Clovis sous l'influence de Clotilde, c'est pour ça qu'elle a été canonisée par l'Église catholique, à juste titre. Il comprend qu'il ne peut pas être un roi d'autorité s'il n'est pas en même temps un roi de charité. Et d'où l'idée du sceptre et de la main de justice. L'un ne va pas sans l'autre. Il comprend qu'il doit être le roi des pauvres. C'est ça la visite à Tours du tombeau de Martin. S'il est le roi des puissants, il est un puissant parmi les puissants. S'il est le roi des gentilshommes, il devient un gentilhomme parmi les gentilshommes. Et c'est la fin. C'est la fin du royaume. C'est la fin de la monarchie. Ça, c'est le premier mur porteur. Le deuxième mur porteur, évidemment, c'est Jeanne d'Arc. Le plus beau trait d'union que l'histoire ait jamais inventé entre le ciel et la terre. Le plus pur chef-d'œuvre que le génie allégorique ait jamais déposé dans notre littérature, les minutes du procès. Mais pour moi, c'est plus que ça. C'est le génie politique français. Elle a vaincu le 8 mai 1429. Elle a vécu les Anglais à Orléans. La domina. Elle tient sa cour d'amour comme le Seigneur tient sa cour de justice. La domina. Qui fait dire à Michelet, à juste titre, la France est une femme.
La France est un être moral doué de tendresse. La France est une femme, la France est une mère de désolation et de consolation au pied de la croix. Notre-Dame, patronne de la France. Et puis la troisième figure qui m'a intrigué pendant très longtemps, on voit un petit Jésus, un petit garçon avec un psalterion. Et en fait, j'ai compris plus tard le sens de cette image. Un petit garçon et un psalterion. Ça veut dire que le verbe est un verbe sonore, un verbe vivant, un verbe musical. La parole est musicale, la parole est musique de l'âme. Alors, vous me direz, mais quel rapport avec la France? Ah, voilà. La France, chers amis, n'est pas née d'un coup d'échine, d'un coup de force, d'un coup de plume de Robin. La France n'est pas née d'un regroupement ethnique, contrairement à la Germanie. La France n'est pas née de la nature, contrairement à l'Angleterre. Je me souviens d'une phrase célèbre quand on était à Sciences Po de André Siegfried, le professeur d'histoire-géographie, qui disait « Voilà, chaque nation a ses caractéristiques, etc. » Et il fermait son polycopier, il disait « L'histoire de l'Angleterre se résume ainsi, l'Angleterre est une île. Mesdames, Messieurs, j'ai terminé. » Il s'en allait. Voilà. Et donc, la France, en fait, est née d'un acte littéraire, la chanson de geste, la chanson de Roland. Avec cette scène extraordinaire, extraordinairement émouvante, la mort de Roland, il pose son olifant et il dit à Olivier « Tu tourneras ma tête vers France la douce ». Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est cette histoire, c'est cette image que j'ai portée dans mon cœur et que j'ai amenée avec moi dans ma 4L le 12 juillet 1977 et avec laquelle j'ai fait le Puy du Fou. Le jardin, j'ai fait mon jardin de paradis avec un palisse dossier armorié, de nuit, de jour. C'est l'idée du jardin, entre nature et histoire. La domina, si vous remarquez, si vous venez un jour au Puy du Fou, vous verrez que c'est la femme partout qui est première, qui est présente, c'est-à-dire la tendresse. Catherine du Puy du Fou, Jeanne d'Arc, Soline, etc. Partout, c'est la femme. Ce n'est pas l'homme qui domine au Puy du Fou, c'est la femme. Et le verbe. Au Puy du Fou, c'est le verbe. Le Puy du Fou ne propose pas ce que les gens aiment, mais ce qu'ils pourraient aimer. On nous dit pas de musique classique, on fait de la musique classique. On ne nous dit pas d'histoire, on fait de l'histoire. On ne nous dit pas de mots, surtout pas trop de mots, les gens ne comprennent pas. La première fois que j'ai lu mon texte, « Je suis le marchand de quenouilles », les gens m'ont dit « Non, arrête tout de suite ». Je dis « Pourquoi? On ne comprend rien ». Eh bien justement, c'est ce que je veux. C'est comme ça. Dans le latin de la liturgie, c'était pareil, c'était génial parce qu'on ne comprenait rien. Maintenant, on comprend tout, donc on s'emmerde. Et alors, un petit dérapage. Et donc, je suis le marchand de quenouilles, justement, c'est la musique des mots. Ça fait partie de la France, la musique des mots. La France est un long poème. Voilà. Et en fait, j'ai fait d'une petite colline de bois mort, d'amnésie et de ruines, un haut lieu de la mémoire vivante du dépôt millénaire. Voilà. La France est un roman d'amour. La France, il ne faut pas l'aimer parce qu'elle est puissante. La France, il faut l'aimer parce qu'elle est grande. Je vous remercie de m'avoir écouté si attentivement. Nous avons tous quelque chose en commun, quelle que soit notre génération. Nous avons un cœur de Français.
Merci Philippe de Villiers pour ce grand moment d'intelligence et aussi d'humour. Ce qui est bien avec vous, c'est que face à la désespérance, il y a toujours de l'ironie. Et quelque part, ça contribue aussi à nous remonter le moral. Alors, je profite de cette fin de conférence pour vous remercier d'être venus si nombreux. Les éveilleurs sont toujours bien vivants. Il est vrai que depuis que nous avons créé cette association, il y a 8 ans, nous avons vu notre société achevée de se détruire. À l'époque, il y avait encore un mariage entre un homme et une femme. Il y avait encore de l'électricité. Bientôt, nous n'aurons même plus d'électricité. Donc, c'est vous dire si notre œuvre semble réussie à vue humaine. Après, à vue un peu plus lointaine, on se dit après tout que tout a beau s'effondrer, il nous reste des intelligences qui nous font rêver, qui nous donnent encore envie d'avancer. Il nous reste nos sociétés intimes, nos familles. Il nous reste nos entreprises qui vivent debout, qui continuent à avancer malgré un État qui s'effondre. Il nous reste des intelligences et des résistants. Philippe de Villiers le disait, nous parlions de Jean-Pax Meffray, le chanteur. Je vois Gabriel Cluzel qui est ici dans nos rangs, qui a créé un média incroyable. Je vois François-Xavier Clément, un directeur d'école. Donc toutes ces personnalités qui aujourd'hui peuvent continuer à nous faire avancer, il faut vraiment que vous les souteniez. Et nous, éveilleurs, nous sommes là pour leur donner la parole. Et nous allons continuer à le faire. Comptez sur nous. Alors je vous donne rendez-vous. Le 30 janvier prochain, nous recevrons ici Franck Ferrand, l'historien et animateur, qui viendra débattre avec un invité surprise, mais je n'ai pas encore son nom. Mais surtout, soyez présents le 30 janvier prochain. Philippe de Villiers vous attend au premier étage pour signer son roman. Et peut-être un jour qu'il faudra que vous veniez nous parler de l'histoire du Puy du Fou ici. Parce que je crois que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien l'entendre de A jusqu'à Z. Merci beaucoup, Philippe de Villiers. J'aurais simplement vous dire une chose extraordinaire, c'est que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais ce n'est pas le même qu'au début. Donc il marche à l'économie. Mais au début, Nicolas, je ne vous l'ai pas dit parce que je ne voulais pas casser l'ambiance, mais il faut savoir que Nicolas Sevilla a eu tout à l'heure, en arrivant, un accident de scooter. Il est arrivé avec le pantalon percé. Et il s'est changé, il souffre beaucoup, mais il m'a dit « Je souffre, mais c'est pour la France ».